Voilà, je m'appelle Sébastien Clément et ça fait, maintenant, presque 20 ans que je cadaye sur les différents, circuits. Les tout premiers tournois, ça a été en 2004, un peu par hasard, hein. On n'arrive, jamais vraiment, en tant que cadet, comme ça, mais un petit peu par hasard. J'ai fait quelques tournois sur mes premières années, et puis en 2007, j'ai commencé vraiment à plein temps à cadayer. Donc, au début, essentiellement chez les femmes, notamment avec Virginie Lagoutte. Ensuite, j'ai cadayé pendant 5 ans Gladys Nocera, jusqu'aux Jeux olympiques de Rio. C'était un beau challenge. Et ensuite, j'ai basculé chez les hommes avec 2 ans pour Grégory Avray. J'ai fait également 2 ans pour Julien Guerrier, avant d'essayer de repartir sur le circuit américain féminin avec Pauline Roussin-Bouchard. Et en 2022, non, en 2023, je suis revenu en Europe pour cadayer Mathieu Pavon. Et depuis fin 2023, 2024, je cadaye actuellement Hugo Cousseau. Donc voilà un petit peu tous les joueurs que j'ai, toujours joueuses que j'ai cadayées. Donc je suis un petit peu arrivé dans ce rôle de cadet un petit peu par hasard, hein. J'étais en tant que joueur moi-même dans les équipes de France, et c'est là où j'ai rencontré quelqu'un qui avait besoin d'un cadet. Donc c'est comme ça que le lien s'est fait. J'ai posé les clubs, passé mon diplôme d'enseignant, où j'enseigne moi sur le golfe de la Valdaine à Montélimar, et en parallèle du fait de cadayer. Donc voilà, donc aujourd'hui, je suis ravi d'être ici, et puis on va faire une petite session pour parler un peu de stratégie. Donc voilà, Paul, on- ok, parfait. Bah, bon, si tout le monde m'entend, après, ça sera essentiel. Donc, on attend que Paul revienne. C'est bon. Donc toi, tu m'entends toujours? Moi, j'entends très bien, je t'entends très Très bien. bien. Alors, je sais pas si dans le chat, est-ce que du coup, c'est bon? Ah, top. Bon, bah, merci, désolé, vous avez loupé ma super intro. Merci, Il avait Sébastien. préparé longuement. Je vous la referai pour ceux qui veulent rester 5 minutes après. Euh, on passe sur les slides. Merci, Sébastien, pour la presse. Toi, tout le monde t'a bien entendu, c'est le plus important. Parfait. Donc, du coup, on va parler un peu de stratégie. Donc, qu'est-ce que c'est, stratégie? C'est quand même assez vaste. On a un petit peu du mal à mettre quelque chose de concret dessus. Donc, c'est simplement bien savoir jouer, bien savoir penser sur le parcours. Et donc, on peut voir qu'il va falloir faire des petites étapes un petit peu avant pour pouvoir appliquer la stratégie. Donc, on va commencer déjà par un petit peu voir un petit peu ce que c'est de l'étalonnage et des clubs, et de la dispersion des clubs. Ça va être important. Donc, ça va parler un petit peu à tout niveau, hein, que vous soyez un peu débutant ou que vous soyez un joueur à un chiffre, tout va s'appliquer. Vous aurez après un peu ce qu'on appelle un peu des pourcentages un peu plus réduits, mais ça sera fait pour un peu tous les niveaux de joueurs. Donc, une fois qu'on va faire ça, c'est comment on va pouvoir se servir après de tout ça sur le parcours. Et puis ensuite, ben, on va faire des cas concrets un petit peu de mise en jeu d'attaque de green pour expliquer comment penser en fait devant la balle, et pour faire au mieux les bons choix sur le parcours. On verra également les petits outils qu'on peut avoir, que vous pouvez vous en servir assez simplement, hein, que ce soit pour faire une reconnaissance ou, ou encore des meilleurs choix sur le parcours. Voilà, des petits exos. On parlera également des recos sur le terrain, ce qui est important à regarder.
Donc voilà, ben, on va commencer tout simplement avec la première étape. Bien comprendre déjà l'importance pour tous les joueurs de savoir à quelle distance vous envoyez la balle. Ça va être crucial. Sans ça, vous n'allez pas vraiment pouvoir appliquer de stratégie. Donc, je vous ai mis un petit peu là sur les côtés des distances, que ce soit pour les débutants ou pour les joueurs un peu expérimentés. Donc, on va voir un petit peu ça. L'étalonnage, en général, on en a besoin plusieurs fois par an. On va avoir besoin de faire un petit étalonnage à l'hiver. Pourquoi l'hiver? Parce que bah, la balle, elle vole moins, simplement. C'est de la physique. Si vous faites taper un robot par 5 degrés ou un robot par 35 degrés, la balle ne va pas aller du tout à la même longueur. Donc, il y a beaucoup de joueurs qui viennent nous voir en disant ah, je perds énormément de distance. Oui, bah, c'est juste le froid, c'est de la physique, vous ne pouvez rien y faire. Donc, un petit étalonnage assez régulier, ça c'est assez important. Donc, un coup l'hiver, un coup la sortie du printemps, là on va arriver, là mars-avril, ça serait bien de refaire un petit étalonnage. Donc comment on peut procéder? C'est tout simple, hein, c'est vous tapez une dizaine de balles avec le même club, et puis vous faites un petit peu la moyenne des balles. On enlève le, le mauvais coup, on va dire, et vous restez sur une moyenne. Donc moi, ce que je conseille un petit peu aux débutants, si déjà vous arrivez à avoir une fourchette de distance, parce qu'évidemment les débutants vont avoir plus de soucis avec le contact de balle. Donc si votre contact de balle n'est pas régulier, la balle ne va pas forcément aller exactement au même endroit. Donc si vous avez déjà une fourchette de balle où la balle termine, pour vous, ça peut être bien. Donc moi, je vous ai dit, voilà, par exemple, 130, 140 mètres, si vous avez ça. Un club sur deux, vous connaissez un peu les distances, ça suffit, on n'a pas besoin de faire en profondeur trop d'étalonnage. Et après, dès que vous arrivez à avoir des contacts un peu plus réguliers, vous avez des joueurs qui commencent à avoir des distances un peu plus précises, ben on va essayer de mettre un chiffre sur un fer 7, par exemple. Voilà, combien tape mon fer 7? Tac, mon fer 7, il fait 155 mètres. Mon fer 7, il fait 160 mètres. À vous de regarder vraiment la distance. Ce que je vais conseiller aux joueurs un peu plus expérimentés, c'est de ne pas se fixer sur la distance totale de la balle, mais plutôt sur la distance qu'on appelle au carry, c'est-à-dire le premier point de chute que la balle va faire. Donc ça, au practice, c'est jamais toujours facile de le faire. Si vous avez des petits radars, des Mevo, des Trackman, des Flightscope, tout ça à disposition, n'hésitez pas à le louer à quelqu'un ou à l'emprunter à quelqu'un et pour faire une petite série d'une heure pour juste l'étalonnage. Vous faites 4-5 clubs dans le sac et après ça va suffire. Donc nous, après, quand on travaille avec les joueurs du tour, on va être au mètre près. C'est-à-dire qu'on va considérer voilà, que voilà, Hugo, il fait 173 mètres. Alors c'est plus exactement le cas maintenant parce qu'il fait exactement 170 mètres, mais il a eu fait 173 mètres, il faisait 173 mètres, on a changé un petit peu les choses sur ces clubs. Mais on est à la distance, voilà, la distance du point de chute précis, au mètre près pour les joueurs là. Donc je vous demande évidemment pas pour vous d'aller au mètre près non plus, arrondissez au 5 supérieur ou à la dizaine inférieure, c'est comme vous souhaitez. Donc ça c'est important de faire ça. Alors on pose une question, est-ce qu'on peut se fier à un étalonnage avec 2 balles de practice? C'est une bonne question. Non, concrètement non. J'avais fait un test avec un joueur qui était scratch, faire taper des balles blanches. On tapait 2 balles blanches, 2 balles de practice, 2 balles blanches, 2 balles de practice sur un coup de 100, je crois que c'était un coup de 140 mètres à peu près, ou c'était un fer 8, je crois qu'il tapait, ou un fer 9, je ne sais plus exactement. Et il y avait une distance de 8-10 mètres de juste différence entre les balles de practice et les balles de jeu.
Donc il faut savoir ça, que les balles de practice, dans tous les cas, elles sont bridées pour voler moins, elles sont usées, surtout les alvéoles de la balle de practice vont plus se patiner et la balle va voler, elle peut voler plus des fois si l'alvéole est patinée, ou elle va voler certainement moins parce elle est conçue différemment. Donc essayez de taper des balles blanches, ou vous rajoutez un petit surplus pour les joueurs débutants. Voilà, si votre balle elle fait 125 mètres pour les joueurs débutants, mais considérez que vous allez plutôt aller toucher 130, 135 mètres sur le parcours. Donc ça, quand on étalonne, on évite qu'il y ait du vent, parce que le vent va avoir une incidence énorme, et donc on prend dans des conditions de jeu optimum, on va dire. Et puis après, il faudra prendre en compte dans la stratégie, nous, le vent et tout ça. Donc voilà, ça c'est un point, c'est vraiment crucial de savoir tout ça. La chose après qu'il faut accepter, donc là je vais changer de slide, et on va voir c'est ce qu'on appelle la dispersion. Dans tous les cas, vous allez être dans une phase où c'est impossible de faire que des bons coups de golf parfaits qui vont toucher le drapeau. On n'a pas vu beaucoup de joueurs qui tapent les drapeaux. C'est normal. Il y a une zone de dispersion. Donc, plus on va se retrouver sur des clubs longs, plus la dispersion sera large. Dès qu'on va taper des wedges ou des fer neufs, la dispersion elle sera plus petite. Donc ça, c'est à prendre en compte quand on va les jouer sur le parcours. Donc c'est accepter simplement que même si on fait l'effort maximum pour taper le coup là où on veut, eh ben, c'est simplement pas possible de tout le temps la mettre là où on veut. Donc on va mettre des balles un petit peu à droite, un petit peu à gauche, un petit peu courtes, un petit peu long, et on va avoir besoin, d'accepter ça pour mettre en place sa stratégie. Donc nous, en mettant en place la stratégie, ce qu'on va chercher, c'est d'optimiser les coups qui sont bons, ou même les coups qui sont moyens. Ça va être la clé. Les mauvais coups, les coups qu'on rate, ou des coups qu'on met ce qu'on appelle nous en dehors du pattern, là si vous regardez un peu le slide, il y a quelques balles qui sont en dehors de la zone de dispersion. Ça, il y a quelques pourcentages de balles où malheureusement on mettra en dehors de la planète, quoi. Des fois c'est vraiment des mauvais coups, et plus le niveau monte, moins de pourcentage il y aura aux extrémités. Mais dès que vous êtes 15 ou 20 d'handicap, il y a quelques pourcentages de balles forcément qui vont aller à droite, à gauche, en dehors de ces patterns. Mais l'idée, nous, c'est de se concentrer vraiment essentiellement sur les bons coups. Les bons coups doivent être récompensés, et sur même les coups moyens, qui sont pas si loin de la vérité, mais que l'on aimerait bien placer sur les greens, ou au bord du green, ou du bon côté. Donc voilà sur le côté un peu étalonnage et dispersion. Je ne sais pas s'il y en a qui ont un peu des questions là-dessus, mais ça va être peut-on se fier à la fonction compensation de balles présente sur certains radars? Alors oui, il va falloir un petit peu se fier. On ne peut pas se fier, ça va dépendre après, j'ai envie de dire, du niveau du joueur. Je ne mettrai pas ma main coupée sur toutes les données des radars. Même des fois, même les gros radars Trackman, nous, avec des balles Pro V1 qu'on joue sur le tour, des fois ça bug, hein. Il y a des datas, ça double le spin, ou ça nous donne des fausses données. Donc on peut, sur la longue, sur la loi des grands nombres, on peut s'y fier. Il faut bien calculer, essayer de prendre les mêmes types de balles. Moi, sur mon practice, il y a des balles qui sont un peu plus anciennes, des balles qui sont un peu plus neuves. On essaye de cibler les balles de practice un peu plus neuves, et ça nous permet d'avoir des meilleures données. Mais c'est vrai que des fois en France, on a pas mal de ce qu'on appelle de bouchons au practice. Et là, c'est un peu plus difficile de faire confiance à ça. On peut aussi aller faire l'étalonnage un peu sur le parcours, hein. Si vous allez un peu en fin de journée avec une dizaine de vos vraies balles,
vous pouvez taper comme ça avec des vraies balles et des vraies distances. Comme ça, vous savez, vous êtes sûr à 100%. Mais, euh, mais voilà, après du côté dispersion, plus le club sera long, plus notre zone de dispersion latérale sera importante. Donc voilà, la régularité, c'est pas de taper les drapeaux tout le temps, c'est d'avoir un bon contact. Et dans tous les cas, on va mettre des balles 5 mètres à gauche, 8 mètres à gauche, et ça, on verra par rapport un peu à votre niveau. Donc, on va passer maintenant un petit peu à des cas un peu concrets, on va dire. Comme ça va parler un peu tout le monde. Alors, j'ai choisi des trous qui sont un peu connus de la plupart des golfeurs. Enfin, j'espère qu'il y en a beaucoup parmi vous qui connaissent le national. Là, je vous ai pris la représentation du trou numéro 2, donc le par 5. Non, pardon, je me suis trompé, c'est même pas le trou numéro 2, c'est le trou numéro 3 du national. C'est le par 5. Petite erreur de ma part, désolé. Donc sur ce par 5, là, oui, j'ai pris volontairement un peu un screenshot pour vous montrer que j'utilise Google Earth simplement pour de temps en temps faire mes reconnaissances ou mes prises d'informations sur les carnets. Donc c'est accessible un peu à tout le monde. Si d'une reconnaissance, vous dites le soir, mince, j'ai oublié de regarder ça, et regardez Google Earth, et c'est assez précis. Et on utilise, nous, pas mal de fois sur le parcours pour revenir le soir. Donc, trou numéro 3 du coup du national, par 5. J'ai choisi une distance de 210 mètres, qui est une distance, on va dire, intermédiaire. Hein. Je sais que les débutants n'arriveront peut-être pas à cette distance-là. Les joueurs expérimentés seront peut-être certainement un peu plus longs. Ça va dépendre un petit peu tout le monde. Donc, comment je fais du coup avec ma stratégie sur ça? Je sais que sur ce trou, avec mon driver, je vais avoir une dispersion. Je vais avoir une dispersion latérale, à droite, à gauche. Et en général, nous déjà à haut niveau, on considère qu'on va avoir 25 mètres de latéralité à droite et à gauche. Donc, hop, là, je passe à la zone suivante. Donc, la conséquence, c'est quand je vais choisir après mes lignes de jeu, je vais choisir où je vais viser. On va faire en sorte que l'on ne vise jamais plus près que les 25 mètres de l'obstacle d'eau, en l'occurrence à droite. Donc là, je vous ai fait un petit schéma. Voilà, par rapport à l'obstacle d'eau, je suis donc à 210 mètres du départ. Je suis avec le point, je suis 25 mètres de l'obstacle d'eau. Et donc le point qui est représenté à gauche ici, qui n'est pas au milieu du fairway, hein, il est plutôt près du bord gauche, cela sera mon point de visée maximum à droite. C'est-à-dire si vous cherchez à viser le milieu du fairway, et dans votre dispersion, vous allez avoir une 10-15% de balles qui seront des coups moyens, qui seront OK, mais ce ne seront pas des mauvais coups, ce sont des coups moyens, mais il y en aura 10% dans l'eau. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est vraiment à se dire d'entrée de jeu, le minimum que je puisse viser à droite, c'est ce point-là. Donc c'est peut-être 4, 5, 6 mètres à droite du bord gauche du fairway. D'accord ? Donc ça, c'est important de choisir ça. Certes, vous allez avoir de l'autre côté 25 mètres, qui sera dans le peut-être 20% de balles qui seront dans le rough de gauche, mais il faut vraiment prendre en compte dans la stratégie que le rough n'est pas tout le temps votre ennemi. On ne cherche pas forcément à prendre tous les fairways. Sur un pourcentage de fairway, les joueurs ils sont pas à 100% de fairway. Hein. Vous avez 14 mises en jeu en général. Quand on prend 10-11 fairway, c'est déjà une très bonne journée de driving. Donc nous, on accepte des fois de jouer presque volontairement un peu
dans le rough, parce que ça nous permet d'écarter l'obstacle d'eau. Et là, c'est clairement important de laisser sa balle plutôt à gauche. Donc, on va choisir une cible. On va déterminer une cible en fonction de ça. Donc là, petite astuce quand on peut choisir la cible, si on arrive à voir la limite de l'eau, on peut simplement essayer de tendre les mains et de se dire, voilà, par exemple, je vise, j'essaie de vous le faire à la caméra, je vise, hop, 3 doigts avec le bras tendu, ça va correspondre à peu près à 200-220 mètres, ça va correspondre à 25 mètres. Donc si vous mettez d'un côté du bord de vos doigts l'obstacle d'eau, et bien en visuel, vous avez sur l'autre côté, vous avez l'endroit à peu près où il faut viser. Et une fois que vous avez déterminé cette cible, le plus dur à faire, c'est d'essayer de jouer vraiment dans cette cible, de faire tout votre possible pour la mettre dans la cible que vous avez choisie. Et la balle, si vous avez une déperdition de balle un peu du côté droit, eh ben, elle sera un peu plus sur le fairway. Si vous avez une déperdition de balle un peu plus du côté gauche, elle sera peut-être un peu plus dans le rough, mais les coups moyens seront en vie. Donc voilà comment on fonctionne pour déterminer nos cibles de mise en jeu. Là, je vous ai du coup changé un peu de trou. On va regarder le trou numéro 13 du national. Et on va appliquer un petit peu cette méthode. Donc voilà, nouveau 210 mètres pour jouer. C'est le repère que j'ai pris. À vous de déterminer votre distance de driving. Et là, on peut voir que si j'applique un peu cette méthode, ces 25 mètres-là, je vais quasiment viser le bord gauche du fairway. Donc c'est quand même, je vise pas pour mettre ma balle sur le fairway, je vise pour mettre ma balle juste à la limite, bord gauche du fairway. Donc j'obtiens ça, et j'ai dans le pattern, donc si je sais sur le côté gauche, la plupart de mes balles vont finir dans le rough. Donc voilà pourquoi on accepte des fois de jouer dans le rough, que nos bons coups soient dans le rough, c'est vraiment pour éviter les bunkers, ou les obstacles d'eau. Donc on met un choix de cible, et c'est notre ciblage qui va être la clé. Donc si jamais au trou numéro 13 du national, c'est un des trous les plus durs, la mise en jeu c'est une des plus difficiles du tournoi. Si vous visez le milieu du fairway, si votre cible, votre intention c'est d'être au milieu du fairway, et ben votre zone de dispersion en rouge va mettre un nombre important de balles dans l'obstacle d'eau. Si vous choisissez une cible qui est bord gauche du fairway, vous allez quand même mettre des balles un petit peu à droite, mais les balles que vous allez mettre à droite, il y a un pourcentage plus important qui va rester sur le fairway. Certes, vous allez certainement mettre plus de balles un petit peu dans le rough, mais ça fait partie du jeu. Il faut falloir l'accepter, malheureusement. Il n'y a pas d'autre solution à avoir. Et encore une fois, depuis le départ, si vous tendez votre bras et puis vous mettez 3 doigts, ça symbolise assez proche le 25 mètres. Donc quand vous avez un obstacle d'eau, quand vous avez un hors limite, essayez au minimum, vous êtes au minimum de viser le 25 mètres. Si vous visez 20 mètres à 20 mètres de l'obstacle d'eau, vous mettez 5 mètres de balle en jeu qui vont malheureusement être des coups corrects et qui vont aller dans l'eau. Donc voilà, est-ce que je vois qu'il y a une question un petit peu de Florian. Est-ce que les joueurs peuvent être en désaccord avec ces choix de visée? Ne veulent-ils pas chercher absolument à viser droit plein fairway? Alors, en fait, ça va dépendre un peu des joueurs. C'est souvent nous, quand on cadaye, c'est en amont qu'on va y prendre des informations. Pourquoi on a fait ce choix de cible ou pas, mais la plupart des joueurs, il y a des trous, il va falloir miser milieu de fairway. Il n'y a pas vraiment d'obstacle, où il y a un bunker à droite, un bunker à gauche, le choix est clair. Mais sur des trous un petit peu plus délicats, comme le 13 par exemple au national, sur tous les joueurs du champ, je pense pas qu'il y ait un joueur qui vise le milieu du fairway, ou peut-être 1% de joueurs qui va viser le milieu du fairway. La plupart vont marger
et avec la profondeur. Donc eux, ils vont pas taper à 210, mais des fois, hein, ils vont prendre simplement un coup de fer 2 pour taper à 210, donc ils vont viser ici. Mais s'ils visent à 240, ben, ils vont viser toujours leur cible, en gardant à l'esprit que d'être suffisamment à gauche de l'obstacle. Donc voilà, le ciblage souvent du milieu du fairway, il est assez récurrent chez les joueurs qui débutent, où c'est pour eux absolument important de viser le milieu du fairway sans prendre en compte les arbres à droite, les bunkers à gauche ou les obstacles. Non, l'obstacle est beaucoup plus pénalisant qu'une balle dans le rough. Ça, c'est certain. Donc, il faut vraiment prendre votre marge habituelle. Hervé a une autre question également. Vous partez sur une dispersion habituelle de votre joueur ou vous l'ajustez en fonction de l'échauffement au practice. Alors, en théorie, on va chercher une dispersion. Donc, nous, on joue une dispersion pour les joueurs du tour. C'est une dispersion de 5%. On sait qu'ils vont mettre à peu près 90-95% de leurs balles dans 5% de dispersion. Donc, dès qu'on descend un peu dans les niveaux, je crois que je l'ai mis tout à l'heure dans les slides, il ne faut pas hésiter à prendre des pourcentages un peu plus élevés. Un joueur qui va être, par exemple, 10 d'handicap, je lui conseille de prendre 7% de dispersion. Donc, quand vous avez un coup à 100 mètres, imaginez que vous visez un poteau à 100 mètres, vous pouvez la mettre autant 7 mètres à gauche que 7 mètres à droite. Même si vous allez penser au practice, si vous calculez au practice sur votre poteau des 100 mètres, vous avez l'impression que c'est un mauvais coup. Mais concrètement, si vous la mettez 5 mètres à droite de votre cible, il faut considérer que ça va être un coup qui va être bon, moyen ou bon, suivant comment vous l'appelez. Mais il ne faut pas le mettre sur la touche et vous dire que c'est un mauvais coup. Vous ne pourrez pas batailler à faire beaucoup mieux si vous mettez 95% de balles 5 mètres à droite ou à gauche des drapeaux. Donc la dispersion, elle se fait pas forcément au practice le matin, elle se fait par un calcul. On considère 5% pour les joueurs pros, 7% pour les joueurs 10 handicap, et peut-être on met 10-12% pour les joueurs un peu débutants qui vont avoir un peu plus de dispersion. Donc voilà. Comment tu calcules 3 doigts égale 25 mètres à 210 mètres? C'est à la louche. Hein, c'est un calcul que nous on a fait, on utilise avec Hugo par exemple. On sait que voilà, c'est un doigt à 200, lui il tape à 275, un doigt à 275, c'est 10-11 mètres, 11 mètres ou 12 mètres. Donc c'est les calculs un petit peu qu'on a fait avant. Hein. Hugo, il utilise un statisticien qui nous fait un peu toutes les stats, et donc on avait calculé ça. Donc c'est un petit conseil que je vous renvoie là-dessus, que je donne également à mes élèves pour calculer un peu leur ligne. Si vous mettez 3 doigts, ça correspond à peu près à la marge minimum que vous devez avoir par rapport soit hors limite, soit à l'obstacle d'eau. Donc voilà. Donc pour revenir du coup à ce trou numéro 13, important de déterminer une bonne cible. La stratégie, ça va être vraiment ça. Ça va être de déterminer une cible qui va vous permettre, vous, après, de vous engager dans cette cible, de faire tout votre possible pour jouer, pour finir sur cette cible. Le but du jeu, c'est vraiment pas de se dire je joue là parce que je vais la faire glisser à droite ou je vais la faire glisser à gauche. Non, c'est essayer de finir sur votre cible. Donc s'il y a du vent latéral ou si vous voulez la jouer en fade, eh ben, vous voulez la jouer en fade pour arriver sur cette cible. Ça, c'est important. Donc s'il y a du vent, ben, on prend de la marge en plus par rapport au vent. Mais vous, le but du jeu final, c'est de finir sur cette cible. Et en cherchant à finir sur ça, votre dispersion, elle va être dans ce rayon. Vous aurez peut-être 2% de balles, 2-3% de balles qui vont aller dans l'eau, mais vous n'en aurez pas plus. Si vous choisissez de viser le milieu du fairway, là, vous allez avoir par contre 15-20% de balles. Donc voilà, après à vous de bien exécuter le shot
et en choisissant la bonne cible. Donc là, on était pour les mises en jeu, et maintenant on va voir un petit peu pour les. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez largement les poser, je répondrai un petit peu. Donc là, voilà, le trou, on reste sur le national. J'ai fait simple, en espérant que le plus de personnes connaissent le parcours. Je sais qu'il y a beaucoup de spectateurs lors du l'Open de France. Et le 16, il n'est pas très loin du clubhouse. Donc vous avez souvent, il y a beaucoup de monde sur ce trou-là. Donc ça vous parle énormément. Donc qu'est-ce que j'ai vu? Donc je vous ai mis du coup la distance que l'on a à l'entrée du green. Donc nous, depuis le fond, on a 140 mètres, voilà, à l'entrée du green. Mais ce que j'ai également inscrit autour, ce sont des chiffres. Alors, qui peuvent paraître un peu bizarres. Mais ces chiffres-là, quand on va faire une reconnaissance ou quand vous jouez, on va les prendre en compte. Ils vont servir à nous déterminer la difficulté de l'approche. Donc imaginez que le 3, évidemment, si votre balle elle va dans l'eau, c'est vraiment une zone à pénalité, vous allez perdre beaucoup de points. Donc par rapport au bord du green, après, si le drapeau se trouve au bord du lac, ben on va marger beaucoup plus que si le drapeau se trouve par exemple au fond à gauche. Vous voyez qu'au fond à gauche, j'ai mis un 0. Ben, je ne vais pas avoir forcément besoin de marger plus parce que je sais que depuis la zone où il y a le 0, le chip est assez facile. On réfléchit dans la manière où, si on va taper notre coup, et dans la dispersion qu'il va y avoir, de quel côté il vaut mieux rater le coup que de l'autre côté. Donc en l'occurrence, avec un drapeau un petit peu au fond, par exemple, on va voir que c'est plus simple de rater à gauche plutôt qu'à droite. Pour ceux qui ne connaissent pas, sur le fond droit du green, vous avez une butte, et vous avez toujours un chip un petit peu en descente, alors que sur le côté gauche long, vous avez un petit creux avec un chip assez facile en descente. Donc ces chiffres sont déterminés si jamais on a une approche avec ce qu'on appelle un short side, c'est-à-dire si on rate du côté où le drapeau se trouve. Si évidemment vous avez toute la place pour travailler la balle sur le green, le chip sera toujours plus facile. Donc on conseille vraiment de se laisser un chip avec tout le green à travailler, plutôt que de rater du côté où se trouve le drapeau, où on n'a que 3-4 mètres de green. Dans tous les cas, là, les chips deviennent beaucoup plus durs. Et donc nous, ces chiffres servent à déterminer ça, la difficulté de chip qu'il va y avoir, et est-ce qu'on doit marger un petit peu ou pas. Donc en changeant, par exemple, les drapeaux, là j'ai mis un petit peu les 3 drapeaux qui sont souvent à l'Open de France. Notamment le fond gauche en général. Le fond gauche, il est plutôt, donc sur l'image de gauche, c'est plutôt un drapeau qu'on a le samedi. L'image du milieu avec, on va dire, milieu droite coincé un peu dans la languette au-dessus de l'eau, c'est plutôt un drapeau du dimanche. Et on a jeudi ou vendredi un drapeau un peu plus court ici. Donc vous voyez déjà, les distances sont forcément pas les mêmes, hein. Et du coup, on va marger un petit peu différemment. Donc si on prend par exemple le drapeau fond gauche, un coup de 272 mètres, hop, je vais passer sur le slide derrière. Donc nous, on fait nos petits calculs de dispersion, 172 mètres, donc on calcule, ça fait à peu près 180 mètres, 180, on arrondit à 180. On prend nos 5% de dispersion, donc ça fait 9 mètres. On sait qu'on va avoir 9 mètres, plus ou moins long ou court, ou à droite, à gauche. Et vous avez vu que sur la vidéo, sur l'image précédente, j'avais mis que c'était 2, donc c'était un chip où c'est un peu dangereux de derrière. Donc du coup, je ne vais pas forcément appliquer que mes 9 mètres, mais je vais rajouter 2 mètres supplémentaires pour marger sur ce drapeau long. Donc voilà, je vous ai mis le petit 11 mètres là sur l'image de gauche. Je vais jouer 11 mètres, du bord du green. Donc je ne sais pas exactement combien
sera le positionné le drapeau. Est-ce qu'il est 3-4 mètres du bord? Est-ce qu'il est 4-5 mètres? Mais je sais que avec les carnets que l'on a nous en tournoi, nous c'est facile de le déterminer. Vous, ça sera un petit peu plus difficile de déterminer le nombre exact de mètres par rapport au fond du green. Mais avec Google Earth, vous pouvez très bien, sur l'instant présent, vous dire ça. Donc sur un coup, sur un drapeau fond gauche, voilà, nous on va viser 11 mètres plus court que le fond du green. On ne veut pas du tout aller au fond, donc on va viser 11 mètres plus court. Et notre objectif, ça va être de viser ce point, ce ciblage. Une fois qu'on est là, on va faire tout en sorte de trouver, analyser le vent, analyser ce qui fait chaud, ce qui fait froid, pour établir, se dire, voilà, 172 mètres, on veut jouer, on sait qu'il est à 3 mètres du fond, donc je veux jouer peut-être 8 mètres court de drapeau, donc 172 mètres, je veux finir à 165. Et maintenant, est-ce qu'il y a du vent, est-ce qu'il n'y a pas de vent, est-ce que la balle elle vole bien? Donc je vais essayer de trouver le bon club pour essayer de faire 165. Donc j'ai un petit conseil moi pour les débutants sur les drapeaux un petit peu longs. Sachant qu'il va y avoir souvent une dispersion un peu plus courte pour les débutants, moi je vous conseille d'aller assez souvent attaquer les drapeaux au fond du green. On sait que 80% du temps, au niveau des débutants, vous n'arrivez pas à faire la distance, vous n'arrivez pas jusqu'au drapeau. Donc lorsqu'un drapeau va être au fond du green pour un débutant, n'hésitez pas à aller jouer le numéro du drapeau et souvent on perd un petit peu, vous allez rester un peu court, donc c'est pas gênant. Mais ne margez pas trop sur les drapeaux longs. Dès qu'on arrive sur des joueurs à un chiffre, là on peut commencer à calculer à 1 mètre ou 2 près, là où on peut notre cible. Ensuite, si on revient sur l'image centrale, avec un drapeau du dimanche, on va faire le même principe. On va jouer, on a vu que c'était plus 170 mètres à jouer, mais c'était 160 mètres à jouer. Donc nos 5%, ça va faire du 8 mètres, plus les 3 mètres de dangerosité du lac. Pareil, on va viser 11 mètres à gauche du drapeau. Et 95% des joueurs vont vouloir jouer cette zone. Ils vont jouer cette cible à gauche. Quand vous voyez après à la télé, que ce soit ce trou-là, où il peut y avoir le 17 de Sogras, des trous où les drapeaux sont coincés, les joueurs vont toujours marger, accepter cette dispersion. Et de temps en temps, la dispersion elle va faire son effet bénéfique et elle va se rapprocher du drapeau et coller le drapeau. Mais les joueurs ne jouent pas intentionnellement un drapeau qui est collé à l'eau, au-dessus de l'eau. Ça, c'est si vous l'interviewez, le joueur, vous direz quel coup exceptionnel et tout ça, il va vous dire je visais 5-6 mètres à gauche. Et hop, le hasard de la dispersion fait ça. Le coup, il aurait très bien pu le taper et fait le hasard de la dispersion dans l'autre sens. Il aurait été à 12 mètres et il aurait fait ses 2 putts, il serait parti. Là, voilà, c'est l'exception qui fait que ça tombe plein drapeau. Mais il ne faut pas penser que le joueur, volontairement, ne marge pas et qu'il joue dans le drapeau. Donc ça, c'est le 16 du national. Et vous verrez beaucoup de gens, beaucoup de joueurs, milieu de green, avec un putt un peu en descente gauche-droite, mais à 10 mètres, 8 mètres, 10 mètres, qui vont faire leur 2 putts et qui vont s'en aller au trou suivant. Et sur la vidéo, sur l'image de droite, je vous ai mis donc un petit segment de 13 mètres pour vous montrer que des fois, si le drapeau il est un petit peu court ici, on va appliquer un petit peu le même théorème et des fois, on va peut-être viser que 1 ou 2 mètres dans le green. Malheureusement, on va pas forcément jouer le drapeau, on va juste être là et on va peut-être accepter de mettre dans la dispersion le bunker. Il vaudra mieux être dans le bunker que dans l'eau, ça c'est une évidence. Donc on décale notre cible et sur un drapeau court, en général, on prend toujours de la marge un petit peu à gauche. Donc on détermine notre cible et après on fait en sorte de jouer notre cible. Si on a un peu de chance, hop, la balle elle fuit vers le drapeau. Si on a un peu moins de chance, notre balle va dans le bunker, mais du bunker, il faudra après essayer de sauver le par. Et si on fait bogey,
c'est pas très grave. Arthur me pose une question. Est-ce qu'en tant qu'amateur, on peut viser le centre du green à chaque fois pour prendre le moins de risques possible? Exactement. Voilà. Sur les joueurs un petit peu débutants, on peut essayer de jouer votre dispersion. Elle sera un peu plus large, 10-12%. Ça peut être une solution assez simple de viser le cœur du green. Ça va dépendre aussi si vos drapeaux ils seront vraiment coincés, si vous jouez avec des drapeaux coincés dans des bords ou si les drapeaux ils sont plutôt au milieu de green. Mais même des fois, si votre drapeau est coincé un peu du côté gauche, des fois le cœur du green ne suffit pas à prendre sa marge. Donc à vous de bien regarder si, lorsque le drapeau est à gauche, comment ça se passe à gauche du green. Est-ce que le chip il est facile ou est-ce que le bunker il est très profond et de là la sortie de bunker elle est quasiment impossible parce que là vous risquez de, si vous débutez, de mettre 2 coups, 3 coups dans le bunker. Donc même pour un joueur débutant, des fois c'est pas forcément que le green, c'est même avec un drapeau à gauche, il peut jouer encore partie droite, intérieur droit du green. Il peut aller encore marger plus. Parce que si vous ratez le green de l'autre côté, vous allez avoir tout le green, pour faire votre chip, tout le green pour faire votre sortie de bunker, la balle, vous allez avoir le temps de le faire rouler. Ce qui gêne vraiment dans la stratégie ou dans les chips autour du green, c'est quand on est du côté un peu court du drapeau, où là on n'a pas le temps de lever la balle, qu'elle rebondisse et qu'elle s'arrête. Alors si vous êtes à l'opposé du drapeau, même si vous êtes dans le bunker opposé à droite, ou dans le rough de droite, mais vous allez avoir le temps de faire votre chip, que votre balle elle roule, et qu'elle s'arrête. Et quand vous êtes débutant, le but du jeu, c'est de réduire ces gros chiffres, ces triple bogeys, ces quadruple bogeys ou ces croix sur le parcours. Donc, on va éviter de prendre le bunker qui est un tombeau et on sait qu'on va on va galérer pour y aller. Donc, à vous d'estimer sur le trou que vous jouez si le côté court est dangereux ou un peu moins dangereux. Et s'il est vraiment dangereux, moi je vous conseille presque d'aller jouer à l'opposé. Stéphane qui pose une question, est-ce que ce n'est pas plus intéressant d'être derrière et faire un putt? Je pense que c'était quand le drapeau était devant, il a posé la question il y a 2 minutes, juste pour te dire. Ouais. Alors pour devant, d'accord, pour le drapeau du 16, donc on revient sur le drapeau du 16. Alors oui, on peut effectivement, en général, on marge tout petit peu derrière. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le deuxième bunker, là, le bunker du haut, si vous êtes dans ce bunker-là, la sortie de bunker va rester en descente. Donc le green est en descente, on est un peu plus au-dessus, le green est en descente, et quand on joue les tournois pro, les greens sont très fermes. Là en ce moment c'est l'hiver, si vous jouez dans votre golf, la balle elle pitch, elle ne roule pas beaucoup, donc ça va. Mais nous les greens sont assez fermes, et donc le risque, ce qui peut se passer, c'est d'être dans si on vise un peu long, on vise un petit peu long, si vous voulez viser 10 mètres derrière le drapeau, il va falloir viser un peu plus à droite. Parce qu'il va falloir enlever ce bunker de l'équation, ce bunker qui est dangereux. On peut faire la sortie de bunker long dans l'eau, par exemple. Mais donc, si vous visez un peu plus à droite, vous avez l'obstacle d'eau qui vient aussi être au milieu. Donc, la zone un petit peu plus longue, si on voudrait couvrir toute l'eau, il faudrait presque jouer le plateau du haut. Et depuis le plateau du haut, le putt est quasiment infaisable avec un drapeau court à gauche. Donc là, le choix stratégique, c'est souvent de jouer hauteur ou un petit mètre long, mais pas trop long de ce drapeau-là, pour justement, si on prend le bunker, que ça soit plutôt le bunker de gauche, à hauteur du drapeau, plutôt que le bunker long derrière. Et pour ceux qui ont la chance d'aller au national, bon, plus maintenant malheureusement, mais qui ont eu la chance d'être au national, si vous avez pu regarder un peu les sorties de bunker ici, elles sont pas évidentes. Le deuxième bunker est pas évident. Donc on pourrait jouer long, mais on rentre dans d'autres problématiques qui sont peut-être encore plus importantes que pour la suite. Donc c'est soit le bunker, et là ça repousse le problème d'une balle en descente qu'on peut mettre dans l'eau. Alors que si on joue hauteur, qu'on vise un peu à gauche, la sortie de bunker, on peut avoir de la marge et de la marger à gauche du drapeau et sans problème. Ce qu'on ne peut pas faire avec le bunker du fond.
Donc voilà. Je ne sais plus trop où j'en étais, mais du coup, voilà, si jamais il y a d'autres questions à poser. Sinon, après, on peut parler également, on peut parler également un peu de nous, des outils que l'on va avoir un petit peu sur le tour. Donc, c'est vrai qu'on a un peu la chance d'avoir soit d'acheter des carnets de parcours qu'on achète qui ne sont pas ceux de club. Hein. Quand vous achetez des carnets de parcours en club, ça coûte 5, 10 euros. Vous avez des informations. C'est bien. Pour les débutants, moi, je vous conseille de trouver ces repères-là. Ça vous permet d'avoir des repères par rapport aux arbres, par rapport à l'entrée du green, ou par rapport à la longueur totale du trou. Nous, on a besoin d'un peu plus d'informations. Donc, on achète un carnet souvent, pas souvent, tout le temps, parcours, qui coûte à peu près 45 euros, donc qui est éphémère, hein, qui va nous durer une semaine. Et on va noter toutes nos notes, on va rajouter un petit peu des infos. Et on a aussi un petit peu quelques sites du Tour, par exemple, le DP World Tour, qui est en train de créer, de sortir une application pour les statistiques. Après, il y a également Molinari qui fait des statistiques. Voilà, le but du jeu, c'est que avec Tech Golf, c'est justement d'avoir ces statistiques à vous, vos propres statistiques, pour permettre de vous améliorer. Mais là, un petit exemple, voilà, de ce que avec quoi nous on travaille. Sur le côté gauche, voilà, c'est le départ, par exemple, du Qatar. Là, il y a eu récemment le tournoi au Qatar, et on peut voir par rapport aux mises en jeu, qu'est-ce qui est plus intéressant. Est-ce que c'est plus intéressant de taper fort ou de taper un peu plus court? Et là, on voit clairement que si on ne dépasse pas 300 yards, par rapport au vent ou par rapport à quoi que ce soit, hein, si on ne dépasse pas 300 yards, il faut plutôt s'appuyer sur le côté gauche du fairway. Mais dès qu'on passe ces 300 yards, eh ben, c'est vraiment être un peu plus agressif, un peu plus à droite sur la ligne de jeu. Donc nous, c'est ce qui ressort quand on analyse. On dit voilà, est-ce que notre drive va faire plus de 300 yards, moins de 300 yards, et on décale notre ciblage simplement sur les éléments qu'on a par rapport au vent. Est-ce que le vent contre? Peut-être qu'on va avoir du mal à faire 300 yards, donc on va viser plus à gauche. Le vent, il est porteur. À ce moment-là, on décale la ligne un peu plus à droite. Et donc, voilà, tout ça, ça se calcule un petit peu avec des données que l'on a d'autres éditions au préalable. Donc ça, c'est un peu poussé. Ensuite, vous avez voilà, le trou numéro 17 de Doha. Et vous pouvez voir qu'il symbolise les zones du green. On peut voir sur l'image de droite, par exemple, le drapeau est coincé à droite, que si vous arrivez à lire les petits chiffres qui sont à droite du green, que les stats sont corrects. Donc si nous, on connaît que les stats, le up and down qu'on appelle, donc le chip putt, est correct, on peut essayer d'attaquer un peu plus le drapeau. On va aller peut-être un tout petit peu plus dans le drapeau. Plutôt que si on avait eu des stats négatives où les joueurs auraient eu du mal à faire approche putt. Donc là, on se sert de ça pour dire allez, celui-là, peut-être qu'on peut aller un peu plus le chercher. Et puis ensuite, on voit que sur la vidéo, enfin sur l'image du milieu, que les statistiques sont importantes d'avoir la bonne hauteur de drapeau. C'est important d'avoir la bonne frame pour arriver sur le green. Dès qu'on est long, dès qu'on est court, on est très vite pénalisé. Donc l'important, c'est d'avoir un bon étalonnage de club, de savoir combien nos fers font pour faire le meilleur choix sur le club à donner. Donc voilà un petit peu tous les outils que l'on se sert. Vous n'avez pas forcément ces outils-là à dispo, mais encore une fois, ne serait-ce que de télécharger un peu Google Earth et d'aller sur le club là où vous êtes membre et de vérifier des fois un peu des données, hop, c'est intéressant. Surtout des fois quand il y a des doglegs, vous pouvez vous dire, bah voilà, hop, en coupant dans le dogleg, quelle distance j'ai pour passer les arbres, quelle distance j'ai pour aller de l'autre côté de l'arbre. Vous pouvez tracer des traits, vous pouvez mesurer avec Google Earth, et c'est déjà pas mal.
Donc voilà. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier? Euh, voilà. Après, c'est vraiment donc l'idée, c'est général, c'est vraiment ça, c'est vraiment de savoir comment votre balle elle vole, comment les talonnages de vos clubs, pour vous permettre après de mettre en place des choix un peu plus sains sur le parcours. Vous allez vraiment trouver des cibles, améliorer vos cibles. Le milieu du fairway, c'est pas forcément toujours la bonne opération. D'être dans le rough, des fois, ça fait partie du jeu et il faut l'accepter. Il ne faut pas penser que le rough, c'est votre ennemi. Non, non, des fois, volontairement, nous, on joue un petit peu, presque une balle. Allez, on accepte qu'elle soit dans le rough parce que ça fait partie du pattern. Donc, on sait on sort de l'équation l'obstacle d'eau, on sort de l'équation le bunker qui est un danger permanent. Et donc, on peut voir en général sur les stats que plus on est long, plus on va gagner de points. Donc, la stratégie de taper des fois un coup de fer sur votre coup de départ, elle n'est pas forcément adaptée en termes de statistiques. Si jamais vous avez un problème technique et que là, vous ne mettez pas un drive sur la piste, là, c'est sûr, c'est à vous de corriger le problème technique. Mais votre drive, il est quand même crucial pour vous faire gagner la distance. Et plus vous allez avoir de la distance, plus les stats vont vous donner raison et plus vous aurez de chances de faire des meilleurs scores. Donc voilà, parce que la zone de dispersion ne sera pas foncièrement plus petite avec un fer 3, si vous voulez mettre un fer 3 au départ, qu'avec un drive. Donc c'est important de taper le plus loin possible. Hein, c'est ce qu'on dit aux jeunes. Allez, faire de la vitesse, taper loin et s'entraîner après autour des greens. On me demande si je connais l'emplacement des drapeaux la veille. Alors, on connaît indirectement déjà en amont, lorsqu'on arrive le lundi sur le tournoi, les drapeaux de l'année dernière. Donc ça, on a les infos, qui sont d'une année sur l'autre, ils ne changent pas beaucoup. C'est à peu près toujours les mêmes à leurs endroits. Et lorsqu'on joue, le tour nous envoie, nous, les drapeaux, la veille à 17h ou 18h. Ils essaient de faire ça le plus tard possible pour nous éviter d'aller sur le parcours. Mais ils mettent des petits points de peinture ou des petits coups de Sharpie assez difficiles à détecter sur les greens. Et donc oui, on va faire un repérage, on essaie de repérer la veille, donc on sait où sont les drapeaux. Et donc, quand vous voyez des tournois un peu à la télé, vous voyez des caddies qui marchent après derrière ou qui comptent les pas jusqu'au bord du green, et c'est simplement que demain le drapeau sera là et on marche pour savoir combien il y a de pas derrière. Il y a 5 mètres derrière le drapeau, il est à 4 mètres du bord droit et on note ces informations-là pour après pouvoir. Pourquoi on fait ça? Pour simplement pouvoir déterminer notre cible. Si moi je dois viser 11 mètres à gauche du bord du green, si je sais que le drapeau est à 4 mètres du bord du green, on va installer notre cible 7 mètres à gauche du drapeau. Et on va faire en sorte de jouer notre cible. Ça, c'est important. On essaie de jouer notre cible. On n'essaye pas de jouer, d'être gourmand et d'aller chercher dans le drapeau. Non, on essaye de jouer notre cible. Et après, c'est une fois que la balle est partie, on ne maîtrise plus rien. Et on essaye d'appliquer et d'être studieux. Et la stratégie, elle va être là pour enlever votre côté un peu émotionnel du golf, en pensant que vous êtes un surhomme. Très souvent, on voit les joueurs amateurs, moi dans les cours, ils sont là, ils sont omnubilés par le drapeau, je veux taper le drapeau, ou dès qu'il y a un petit passage dans les arbres, dès qu'il y a un petit... les joueurs pensent qu'ils sont des surhommes. Vous allez peut-être réussir une fois, 2 fois, 5 fois sur 100, mais le reste du temps, et c'est là où vous prenez sanction et vous prenez des gros chiffres. Donc, des fois, ça fait mal de devoir marger de 4, 5, 6, 7 mètres de l'autre côté des drapeaux. Mais c'est pour votre bien. C'est juste parce que, à la longue, on va gagner des petits dixièmes de points, des petits demi-points par-ci, par-là, des 1 point. Et c'est pour enlever un peu ce côté émotionnel qu'on applique un peu une stratégie. Donc voilà. Est-ce qu'il y a du coup un peu d'autres questions
Qu'est-ce que, Paul, comment tu veux quel est, il y a Stéphane qui repose une question. Quelle est, selon toi, l'erreur stratégique que font le plus souvent j'imagine, c'est les amateurs? Je ne vois pas. Oui, c'est les amateurs. Les amateurs. Moi, très souvent, donc, je dissocie un petit peu. Hein. Dans la stratégie, il faut déjà avoir je considère que le contact de balle est bon. Moi, quand je vais parler des coups qui sont bons ou moyens, je vais partir sur un contact qui est correct. Si vous grattez la balle, topez la balle et que la balle elle est pas bien contactée, ça reste un mauvais coup. Ça, vous y pouvez rien. Même les joueurs du tour font des mauvais coups de temps en temps. Donc l'erreur stratégique que font souvent les amateurs, c'est de taper son coup, avoir un bon contact, un bon coup, et de se trouver avec une balle qui finit derrière le green. Et souvent, ils se disent, ça fait plusieurs fois que je fais mon fer 7, que mon fer 7, il fait, aujourd'hui, je ne les touche pas bien, il fait 100 mètres, je ne touche pas très bien. Et d'un coup, tac, il y a un bon coup qui sort, et votre coup, il fait 130 mètres. Et le bon coup de golf, qui est plein drapeau, ou qui est plein green, qui va être trop long. Donc, vous avez simplement agi sur le fait de faire des mauvais coups depuis quelques trous, et plus accepté de dire, voilà, votre fer 7, il fait 130 mètres, il y a 130 mètres, je tape mon fer 7. Mais pas parce que vous avez tapé, vous avez tapé un bon coup, il se retrouve puni derrière le green, parce que vous avez agi en pensant que vous allez faire à nouveau un mauvais coup. Il faut toujours partir du principe que le coup que vous allez jouer, vous l'avez jamais joué déjà, donc vous ne pouvez pas savoir le résultat, et il faut prendre en compte que vous allez le réussir. Parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que de réussir un coup de golf, un bon coup de golf, et qui finit derrière. Et souvent, ce que je vois un peu chez les amateurs, c'est qu'au fur et à mesure d'une partie, ils se disent, ah bah oui, mais là, si j'ai pas très bien joué, tac, 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 je vais prendre un club de plus, 2 clubs de plus, et puis à un moment donné, il y a un bon coup qui sort, et celui-là, là, c'est le drame, parce que derrière le green, on sait très bien que c'est souvent la galère. Il vaut mieux rater un peu court, sauf si vous avez une pièce d'eau, évidemment, mais si vous ratez un peu court, les golfs sont designés pour ça, pour que de devant, vous avez soit un bunker, soit un peu une pièce de fairway pour faire une approche, donc c'est pas très grave. Mais ne changez pas votre mindset parce que vous avez fait 3-4 coups avant qui n'étaient pas très bons. Le but du jeu, c'est qu'on parie sur des bons coups tout le temps. Donc voilà, acceptez ça. Merci Sébastien pour les réponses. Si tu veux, on peut. Je crois que tu as encore une slide de conclusion. Et après, il y a quelques questions qui sont plus sur ton travail de caddie, un peu moins sur la stratégie. On pourra revenir juste après que tu aies conclu, si tu veux, la présentation. Ouais, voilà, donc il y avait des petits outils, des petits exercices qui sont importants. Souvent que dans votre stratégie, hein, on parlait des questions un peu les erreurs stratégiques que font les amateurs. Il y a aussi beaucoup d'erreurs, c'est de vouloir taper des clubs, des pleins swings de sandwich, des pleins swings de 52, de 56 à tour de bras. Et moi, je trouve que on trouve plus de déchets de contact. Donc, il faut vraiment un peu savoir travailler des coups en dessous de 100 mètres. Alors, j'ai mis 100 mètres pour les bons joueurs. Hein, c'est eux qui vont pouvoir plus facilement doser. Mais si en dessous de 70 mètres, si vous arrivez à faire, même pour les débutants, à faire un coup de sandwich, un coup de pitching wedge ou un coup de 9 à 70 mètres, vous allez travailler un peu votre swing indirectement. Et stratégiquement, vous allez avoir plus d'options après lorsqu'il y a un peu de vent également. Donc ça, c'est important sur ces distances-là. Bien choisir ses cibles, c'est le principe de la stratégie, tout simplement, c'est d'analyser, connaître le terrain, analyser un peu le terrain, et par rapport à ça, dans votre golf, vous pouvez déjà vous dire, voilà, ce drapeau-là, il est sur le plateau du haut, il est coincé à gauche, vous le savez qu'il est difficile. Donc la moyenne du score va être difficile pour tout le monde, elle va augmenter pour tout le monde. Donc à vous d'éviter peut-être d'aller chercher ce drapeau, de marger de 3, 4, 5 mètres de plus, ou peut-être de 10 mètres de plus pour les débutants.
mais de se mettre sur le green et d'essayer de faire 2 putts de loin. C'est pas grave si de temps en temps il y a un 3 putts qui sort, au moins vous allez du bon côté du trou. Et après, sur une tendance générale, quand vous faites des reconnaissances, donc en général, les reconnaissances, c'est plutôt sur des joueurs déjà qui jouent un peu en équipe ou qui jouent un petit peu des grands prix. Là, il y a quelques petites infos à avoir. C'est quand vous avez des greens avec des gros plateaux, il y a une fondamentale, c'est qu'un drapeau en bas, on peut penser qu'on a toute la pente pour utiliser l'arrivée. Donc souvent, le drapeau en bas, on veut taper un peu fort dans la pente et on rate la pente. Et la balle, elle se trouve au-dessus sur le plateau du dessus. Et ça, c'est un petit peu une erreur parce que si vous avez un putt avec un plateau en descendant, c'est pas évident à doser. Et surtout, c'est que la balle, elle va jamais trop s'arrêter. Vous risquez d'être long. Et si vous ratez le green au-dessus, mais le chip va être très rapide, donc il y a des chances que vous ne mettez même pas votre chip sur le green. Donc ça, c'est une clé quand vous faites des reconnaissances, de ne pas être trop gourmand sur des drapeaux en contrebas, de ne pas utiliser trop les backstops, ou d'aller, on peut marger un petit peu, mais pas d'aller titiller la limite du backstop. Ça, c'est une chose. Et après, tout ce qui va être un peu fermeté des greens, ce qui va changer entre un jeu actuel sur on va dire un parcours membre, ça va être souvent un peu la fermeté des greens. Beaucoup de gens nous disent les greens ils roulent vite. Les greens, certains greens roulent plus vite, mais c'est souvent la fermeté qui va jouer énormément. Si les balles elles plug sur le green, vous pouvez être quand même un peu plus agressif sur vos lignes. Vous n'êtes pas obligé de prendre trop de marge, parce que si votre chip, même en short side et au bord du green, la balle, le green est très mou, donc elle va réceptionner assez bien sur le green. Mais si le green, c'est une table, comme ce que vous pouvez voir à la télé, ben là, le chip short side, vous n'allez pas la mettre trop près du green. Elle va taper, elle va rebondir, elle va rouler loin. Donc là, ça devient plus important. Plus le green est ferme, plus l'importance de jouer du côté opposé du drapeau va rentrer. Et quand on fait également une reco, on peut noter la difficulté des bunkers. Est-ce que sur la mise en jeu, le driver, si je prends le bunker de fairway, est-ce que la lèvre elle est importante ou pas importante, ou est-ce que quand je joue au bord du green, que mon attaque de green, est-ce que ce bunker là il est dangereux, il est en contrebas, ou est-ce que c'est un petit bunker simple, une sortie de bunker facile. Voilà, toutes ces petites choses que vous pouvez faire lorsque vous faites une reconnaissance de parcours. Voilà tout. Merci beaucoup Sébastien. On va passer la petite animation Q&A et on se retrouve pour les questions qui restent. Parfait. Nous revoilà, donc vraiment merci beaucoup pour toutes les infos. C'était ultra riche. Moi j'ai noté 3 points que j'ai adoré. Donc c'est l'étalonnage. Tu nous as dit faire été, hiver et attention aux balles de practice. C'est vrai qu'on l'entend souvent, et souvent, en tant qu'amateur, on a un peu la flemme, on va dire, de le faire. Mais bon, en fait, on voit que tout part de là quand après tu vas choisir tes cibles et tes distances. Donc c'était une petite piqûre de rappel qui est très intéressante. L'astuce des 3 doigts, pareil, ça je pense que je connaissais pas cette astuce, et c'est vrai que ça peut être après c'est juste un petit outil technique pour se dire voilà, il y a un hors limite, à droite, ok, ben je vais le tendre mon bras, mettre les 3 doigts, ça va faire à peu près 25 mètres. Chacun n'a pas les bras différents, mais ouais. ben, le côté opposé, c'est ce point-là. On n'a pas le droit de viser plus près du hors limite. C'est le point maximum. Après, on peut encore en viser 5 ou 10 mètres plus à gauche, hein, si on veut. Ouais. Mais voilà, c'est un petit outil. Je pense que j'ai hâte de le tester. Et le dernier, ce que tu disais, c'est vraiment jouer sa cible. Une fois qu'on a notre cible en tête, c'est pas se dire mais moi je fais des fades, donc je vise ma cible et elle va finir 5 mètres à droite si on est droitier. Et vraiment se dire le but c'est de retomber sur la cible. Et il y avait une question tout à l'heure en disant est-ce que les joueurs ils n'ont pas du mal à accepter ces cibles. Et je pense que même nous en tant qu'amateurs, quand on se fixe nous-mêmes une cible, parfois on a du mal à l'accepter que c'est la bonne cible, quoi. C'est notre rôle, nous, là où les joueurs, des fois, ils acceptent, ils ont du mal, le choix, la discussion avec un cadet, il va être là, il va se dire
Non, là, c'est émotionnellement, tu as envie d'aller vers le drapeau, tu as envie de le jouer, mais non, le choix intelligent, il est là parce que ben, voilà, notre dispersion est là. Donc si tu veux la jouer en fade, tu peux la jouer en fade, il n'y a aucun problème, mais la cible finale, elle doit arriver là où on a décidé. Super. Bon, bah, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. En attendant, je vais t'afficher des questions de Stéphane qui sont plus sur ton métier de caddie, qui peuvent être très intéressantes, je pense. Hop, ça arrive. Y a-t-il une école de caddie? Alors moi j'ai un copain, j'ai Chris Laillet qui fait des formations un petit peu de caddie. Il est sur Toulouse. Je ne sais plus trop si, je me rappelle plus exactement de son nom. Et qui a écrit, actuellement, il cadaille Julien Guerrier. Mais il n'y a pas vraiment d'école. Il n'y a pas vraiment d'école parce que même s'il y avait une école qui était en place, elle n'aurait pas vraiment de valeur. En fait, c'est vraiment les joueurs, eux, ce qu'ils vont chercher, c'est ils vont chercher un joueur quand ils changent de cadet, quand ils cherchent un cadet, souvent ils cherchent un cadet d'expérience qui a un peu quelques années. Et, et donc, ils vont pas prendre des joueurs, des cadets qui ne connaissent pas en général. Donc, ils vont prendre un cadet qu'ils ont vu depuis quelques années sur le circuit et ils ont joué, ils ont fait deux, trois parties avec eux, ils ont discuté un petit peu avec eux et ça va leur permettre de choisir comme ça. Donc, il n'y a pas vraiment d'école. Ça s'apprend un petit peu sur le tas. Il y a beaucoup d'anglais qui eux ont commencé à faire club caddie quand ils étaient ados, 15-16 ans, à porter le sac des joueurs membres. Hein. Ça se fait toujours un peu dans les golfs un peu select, un peu anglais, écossais. Quand vous allez jouer notamment à Saint-Andrews, ben, vous prenez un cadet. Ben, voilà, ce cadet, ben, il y en a plein, plein des cadets. De temps en temps, ben, ils trouvent un joueur qui les amène un peu sur le tour. Et sinon, nous, la plupart des cadets français, on doit être une petite dizaine. On est arrivé parce qu'on avait un bon niveau, donc on se connaît un peu tous. C'est une bulle un peu entre tout ce qui est faire des grands prix, ou faire des équipes de France ou être semi-pro. Hein, on se connaît un petit peu tous. Et ben, on a connu quelqu'un, un copain, qui a réussi ses cartes et qui s'est retrouvé à avoir besoin d'un cadet. Donc c'est plutôt d'accompagnement et donc en fait on apprend comme ça un peu le métier là-dessus. C'est là où on apprend tous les petits détails, on commence à apprendre les parcours, on commence à le fonctionnement également du tournoi. Donc voilà comment, pas vraiment d'école, mais c'est un peu le hasard de la vie qui nous met un peu le rôle de caddie là-dessus. Est-ce qu'on gagne bien sa vie de caddie? Ah oui, après il faut parler un peu finance. Hein. Après, moi, j'ai pas vraiment de tabou. Ce que je disais à Paul, c'est qu'il n'y a pas de question qui m'empêche de répondre. Nous, les caddies, on va être payé à la semaine. Donc, on a ce qu'on appelle un fixe de semaine. Avec ce fixe-là, on va se débrouiller pour payer notre avion, notre hébergement, notre voiture de location si on a besoin, et puis nos restos. Donc, nous, le but du jeu, c'est de trouver un joueur qui, en plus, passe le cut, qui va gagner de l'argent, parce qu'on est rétribué, on a un petit pourcentage de ce qu'il va gagner. Donc si le joueur ne passe pas le cut, on se retrouve juste avec notre fixe. Donc on essaye de faire un petit bénéfice quand même sur le fixe. Et si jamais il gagne un peu d'argent, nous on a un pourcentage. Alors il y a souvent le chiffre de 10% qui rentre en compte. Le 10% c'est souvent en cas de victoire. Après c'est souvent, on est plutôt sur du 6, 7, 8% de leur gain. Donc si on a un joueur qui fait 1 million d'euros, hein, comme il a fait Hugo l'année dernière, voilà, ça me fait 7,5% pour moi pour de pourcentage en plus. Donc voilà, je peux pas me plaindre, pas du tout me plaindre. Mais après, si le joueur il galère pour passer sa carte, en général, les joueurs qui conservent leur carte, ils doivent faire autour de 250 000. Donc vous calculez, hein, après ça fait un peu, quelqu'un cadet il doit faire peut-être 20 000 euros de bénéfices si son joueur il gagne juste la carte. Donc voilà. Et sachant que ce que tu dis, c'est que dans ce que tu touches, toi, tu as ces frais pas compris, quoi. Plus voilà, après, bien sûr, moi, il faut que je déduise mes frais, puis après, évidemment, il y a l'URSSAF, hein, l'URSSAF, les impôts qui arrivent après derrière, hein. Mais bon, ça, c'est comme tout le monde, il faut bien payer ses impôts quelque part. Donc voilà. Après, y a-t-il une différence dans la façon de cadayer entre un joueur et une joueuse?
Agnès. Il y a, oui, c'est pas évident de comparer les deux. On va faire le même job, mais il va y avoir un dialogue un peu plus profond, on va dire, souvent dans les hommes, au niveau technique, au niveau vitesse de spin de balle et vitesse de balle, que n'ont pas forcément les femmes. Les femmes, elles jouent avec un petit peu moins de vitesse, donc il y a un peu moins de spin de balle, donc il va falloir qu'on s'adapte à une balle qui va rebondir et rouler assez plus longtemps. Alors que les hommes, on peut décider de jouer presque un coup plein ou un plus petit coup pour justement gagner un peu de spin ou perdre un peu de spin. Donc il y a une petite différence sur ça, sur la hauteur et sur comment arrive la balle. Parce que les greens sont aussi fermes si vous jouez un circuit féminin qu'un circuit masculin. Mais par contre, ben, les dames, elles ont moins de spin de balle, donc elles arrêtent moins facilement les balles sur les greens. Donc c'est plus difficile. Souvent, on a une autre marge de calcul, on va dire. Mais après, humainement, bah, chaque individu est pareil. Hein. Moi, j'ai eu la chance de toujours travailler avec des gens que j'aimais bien, qui sont cool. Donc, je n'ai pas à me plaindre. Donc, voilà. Est-ce que on a encore pas mal de questions. J'essaye de voir lesquelles seraient les mettre en priorité. Donc ça, tu as répondu sur la cible, la tendance du jour. Tu prends pas trop en compte de ce que j'ai compris. Il y a une tendance évidemment à faire, mais la tendance, c'est votre effet. Si vous faites des fades, est-ce que la tendance du jour, est-ce que le choix de la cible tient compte de la tendance du trajectoire du joueur pro? La cible, non. La cible, elle est la même. Mais le joueur, si lui, il joue en fade ou il joue en draw aujourd'hui, et ben lui, il va prendre son alignement, il va prendre son starting line de balle, plus ou moins à droite ou à gauche, pour finir sur sa cible. Donc, c'est pas forcément dans le choix de cible, mais c'est dans le choix après d'exécution du coup, où lui, le joueur, prend en compte sa tendance du jour. Mais dans tous les cas, ben, voilà, s'il a une tendance de draw, il fait 5 mètres de draw aujourd'hui, ben, il va essayer de faire partir la balle 5 mètres à droite de sa cible, qui n'est pas le drapeau, pour finir sur la cible, justement. Top. On en revient à garder sa cible. Est-ce qu'un caddie donne des conseils techniques aux pros? Alors on évite. Moi, j'enseigne depuis presque 10-12 ans maintenant. La plupart des cadets sont soit des joueurs qui jouent dans les équipes nationales de leur pays, quoi, hein, ou soit des pros, des joueurs qui ont été pros, qui ont joué un petit peu avant. Donc on pourrait donner, mais on laisse ça un peu la part au coach technique. Sachant qu'un joueur, souvent, il a un coach technique, un coach mental, un physio, un manager. Donc il y a toute une équipe de 7-8. On laisse ça pour pas être en bringué sur le parcours au moment où le joueur il est sur le parcours et qu'il fait 3 fois un petit pull avec son fer et qui se retourne vers nous en disant qu'est-ce que je fais. Nous, sur le parcours, on n'y peut rien. C'est à lui de se débrouiller. On peut parler un peu techniquement. On peut faire des petits checks en fin de partie, en fin de journée. On peut donner des conseils, on peut parler techniquement, on parle techniquement. Mais les grandes lignes, on essaye que ce soit le coach qui donne les conseils. Et peut-être une dernière question qui est là sur la dispersion selon le club. Est-ce qu'on a juste la dispersion avec le club? Ça serait l'idéal, ça serait de savoir lorsque on a suffisamment de données, de savoir que ok, notre dispersion, on va mettre 75% des balles à droite, mais combien à droite on les met? C'est ça la question de savoir, c'est combien, est-ce que par rapport à notre point de visée au practice, je veux les mettre au practice, je les tape au practice, je les mets 20 mètres à droite. À ce moment-là, on peut avoir une incidence. Mais là, c'est plutôt un défaut technique, on va dire, qu'il va y avoir. Là, il faut plutôt aller chercher le coach pour réparer ça. Il faudrait, à ce moment-là, tout simplement, pas changer la cible. Hein. La cible, on reste ce qu'on a décidé, mais après,
que le joueur s'adapte et lui joue un peu plus à gauche pour faire son slack. Mais il y a plutôt un côté technique quand même. Ok. Tiens, il y a une dernière qui est assez intéressante, je trouve, sur les échanges entre caddies. Est-ce que c'est la guerre ou est-ce que vous êtes tous copains? C'est bien. En fait, il y a des petits groupes. Hein. Sur le tour, on doit être 200 caddies de nationalités un peu différentes. Donc, il y a des petits groupes qui se forment et qui se déforment au fur et à mesure des années. Est-ce qu'on échange des infos? Oui, le soir, à table, on est souvent qu'entre cadets. On évite de parler golf parce qu'on en a souvent un peu plein. Mais sinon, oui, les infos importantes, on se pose des questions en fait. On fait un espèce de brainstorming des fois en disant voilà, attends, là, je me pose une question. Comment tu vois les choses? Est-ce que le rough, il y a des patchs de rough des fois? Est-ce qu'on met l'aléatoire en jeu? On accepte de jouer un peu plus dans le rough avec des patchs de rough qui sont soit bien, soit pas bons? Ou est-ce qu'on joue un club un peu plus court pour éviter cette zone-là? Mais du coup, on sait qu'en statistique, on perd. Donc, on fait un peu un espèce de brainstorming là-dessus. Et nous, entre Français, ça met une très très bonne entente, même que ce soit entre les joueurs français et tout ça, ou voilà, je parle, il y a Alex Lévy, après ça, son tour au Qatar, et il me dit attention, ce drapeau-là, il faut pas. Il y a beaucoup de release, il est un peu coincé dans la pente. Voilà. Donc on a 2-3 infos, on essaie d'aller chercher un peu le maximum d'infos pour faire les meilleurs choix possibles. Ok, intéressant. Et bah écoute, on arrive sur la fin de cette masterclass. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous as donné. Merci à toi, Paul. Merci à vous. Super intéressant. Vous pouvez aller suivre Sébastien sur Instagram. Et voilà, ça s'affiche, c'est magique. Voilà, bon, et merci à Greg qui est derrière, qui vous fait toutes les petites animations que vous voyez pas à l'écran. On se retrouve dans un mois pour une masterclass, la prochaine, avec Patrice Amadieu, donc, qui est head coach à l'Académie FFG, qui serait plus basé sur l'entraînement. Si jamais vous avez des questions qui vous viennent après coup, voilà, vous pouvez toujours nous les envoyer ou les envoyer direct à Sébastien, peut-être sur Instagram, tu les verras passer. Et puis sinon, comme d'hab, nous, ce qu'on dit chez Teach Golf, notre petit mantra, c'est plein de birdies. Et là, on a plein de clés pour en faire encore plus, donc ça devrait le faire. Allez, bonne soirée à tout le monde. Merci, bonne soirée. Bonne soirée à tout le monde.